Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle édition de votre émission La culture religieuse. Une émission qui vous propose de découvrir l'islam, ses préceptes et de vous transmettre le véritable message de l'islam. En tout cas, on espère, Inch'Allah, si Dieu le veut. Alors aujourd'hui, on va mettre de côté un petit peu les préceptes. On va parler d'histoire de l'islam et surtout des savants de l'islam qui ont influencé les sciences, la géographie, le domaine du social, etc. Enfin, tous ces savants qui ont pu influencer l'histoire du monde à travers leurs écrits et leurs diverses réflexions. Nous allons faire ça sur 2 épisodes, donc 4 aujourd'hui et 4 la prochaine fois, dans 2 semaines. J'ai le plaisir d'avoir avec moi notre invité, Dr Ismail Hamid, spécialiste en religion comparée et donc en histoire des religions. Dr Ismail, bonjour. Ah, bonjour. Merci d'être avec nous encore une Merci, fois c'est aujourd'hui. gentil, merci, c'est gentil. Alors, comme je vous ai dit, donc les savants musulmans ont pu influencer le monde par leurs diverses découvertes. Pour introduire, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vraiment les domaines où les musulmans étaient vraiment très présents? Ouais. Alors, je vous remercie pour l'invitation très généreuse. Et bien sûr, l'islam, l'islam est basé sur les connaissances et les sciences. Donc, le premier mot qui a été révélé sur le prophète Mahomet, c'était Iqra. Iqra, c'est pas signifié de lire juste ou de réciter quelque chose, non, de savoir. Parce que la lecture, ça signifie le savoir, la connaissance et tout ça. Donc l'islam nous appelle toujours de s'intéresser de sciences et d'avoir les sciences de n'importe quoi, de partout, même si on va en Chine pour chercher les sciences. Il y a même des versets dans le Coran qui Bien évoquent sûr. des bases scientifiques et après c'est aux musulmans d'aller chercher plus loin. Oh, bien sûr, c'est très important et ça nous exige beaucoup l'islam pour chercher les sciences et les connaissances de n'importe quoi sur les terres. Et aussi, on a une tradition très importante aussi du prophète Mahomet. C'est lui qui dit Isnan la yajba'an talibu ilmin wa talibu mal. Donc il y a deux personnes que n'ont jamais qu'est-ce qu'on dit yajba'an, c'est réunir c'est quelqu'un qui demande ou un étudiant de connaissances et l'autre c'est un chercheur de l'argent. Donc c'est important pour l'islam qui nous appelle pour les sciences. Et pour c'est parfait. Demander à Dieu de demander le oui. plus de Et savoir. encore, même aussi on connaît beaucoup de choses, on arrive sur la lune pour savoir les planètes, les étoiles et tout ça, mais encore il y a beaucoup d'autres choses qu'on connaît pas. Donc aussi Sanurim ayatina fil afaq. Donc c'est beaucoup de choses ça veut dire quoi? Sanurim, c'est-à-dire qu'il y a dans les horizons, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de signes de Dieu qu'on va les savoir, mais c'est au cours de temps. Ouais. C'est-à-dire même si on arrive à l'apogée de connaissances, mais encore d'autres connaissances qu'on ne connaît pas que les autres générations que les sauraient après. Bien sûr, alors c'est vraiment un sujet très long. Je vous propose de commencer par un reportage justement qui va nous parler plus davantage. Ibn Khaldoun, né en 1332 à Tunis et mort en 1406 au Caire, est l'un des plus grands intellectuels musulmans et l'un des premiers théoriciens de l'histoire des civilisations. Il fut plongé dans le milieu politique alors qu'il était encore jeune. Il écrit toutes les observations concernant la politique, les guerres et la société qu'il a accumulées lors de ses nombreux voyages. Il propose des concepts de sociologie très avancés pour son temps. Il écrit l'histoire des civilisations. Il décrit la menace de la décadence dynastique qui pèse sur les sociétés maghrébines. Il écrit la Muqaddima et une partie de Kitab al-Ibar ou Histoire universelle. Ibn Khaldoun fut le précurseur de la recherche sociologique en découvrant la science de l'évolution des sociétés. Ibn Sina. Ibn Sina a étudié les sciences naturelles et la médecine. De sa jeunesse,
Il possède toutes les sciences connues. Il était un médecin réputé. En tant que philosophe, il commente l'œuvre d'Aristote et s'intéresse aux sciences de la nature et aux mathématiques. L'enseignement de la médecine est fondé sur son monumental canon de la médecine. Le livre de la guérison de l'âme est une œuvre philosophique dans laquelle on trouve des écrits sur les sciences naturelles, les mathématiques ou encore la métaphysique. El-Khwarizmi est un grand savant perse dont les écrits ont permis l'introduction de l'algèbre en Europe. Il est à l'origine des mots algorithme et algèbre, issus d'une méthode et du titre d'un de ses ouvrages. Il est à l'origine de l'utilisation des chiffres arabes employés dans un de ses livres qui traite des mathématiques indiennes. Dans le domaine astronomique, il réalisa de nouvelles études de recherche sur la trigonométrie. El-Khwarizmi a contribué également à l'évolution de la géographie de Ptolémée, tant au plan du texte que des cartes. De retour à notre édition d'aujourd'hui, comme je vous l'indique en introduction, 2 épisodes qui vont parler des savants musulmans qui ont révolutionné et influencé les sciences, les diverses sciences et découvertes dans le monde. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Ismaël Hamed, spécialiste en religion comparée et écrivain sur l'histoire de la religion, l'histoire des religions. Donc, si on commençait par l'introduction Al-Muqaddimah de Ibn Khaldoun, voilà, Ibn Khaldoun. Ouais. Ibn Khaldoun, c'est un historien, c'est un philosophe, c'est un scientifique sociologique, social, comme on peut dire là, c'est un sociologue. C'est un personnage très génial. Alors, il est né en Tunisie en 732, après l'émigration du prophète Mahomet, ou après Al-Hijra. Et puis, il a étudié là-bas les sciences religieuses, islamiques, le Coran et tout ça. Et puis, quand il était jeune, il est venu en Égypte et reste stable dans notre pays. Et aussi, le génie de Ibn Khaldoun, alors ça commence en Égypte, parce qu'il a écrit 100 volumes, son livre qui est le plus célèbre et le plus important, c'est le livre de l'introduction. L'introduction, c'est ça le premier chapitre de son grand livre, ce livre de l'histoire de Ibn Khaldoun, celui qui est très connu par le nom de Al-Ibar. Wadiwan al-Mubtada wal-Khabar, c'est un livre historique, on peut dire que c'est un des livres mères de patrimoine islamique. C'est un livre cosmique qui parle de l'histoire mondiale. Mais c'est juste pour l'introduction, alors qui est considéré comme le début de la fondation de sociologie. Et pour ça, c'est Ibn Khaldoun. C'est d'après les théories et d'après les idées qu'il parle, d'après aussi les conceptions qu'il a imposées dans son livre. Donc, il a basé, ou il a fait deux bases pour une nouvelle science, c'est la sociologie. Et il a raconté beaucoup de choses. Il parle sur l'urbanisation humaine sur la Terre. Il parle de la vie de nations et comment les nations commencent comme une période d'enfance et puis c'est une période de jeunesse et de force pour les nations. Et aussi comment arrivent après les nations pour une période de faiblesse. Et c'est quand les nations, les civilisations qui deviennent très âgées, très faibles et tout ça. Et puis c'est la décadence de la nation. C'est la même chose comme la vie humaine ou de la vie de l'homme. C'était Ibn Khaldoun, celui qui avait cette idée-là. C'est l'idée qu'on regarde profondément dans tous les événements de l'histoire, dans toutes les civilisations. On a par exemple l'histoire pharaonique, alors qui commence en période d'enfance, et puis quand ça arrive à l'apogée pendant la période de la jeunesse, pendant la période de l'Empire égyptien, et après quand l'Égypte était tombée par l'occupation grecque, romaine et tout ça, et l'occupation perse, et puis c'était la décadence et la chute de la civilisation pharaonique. C'est presque alors la même idée que Ibn Khaldoun il nous a
a exposé après. Et pour ça, Ibn Khaldoun, il est considéré comme le fondateur de cette science très importante, la sociologie, et même aussi les scientifiques occidentaux, alors ceux qui apprécient bien alors les travaux de Ibn Khaldoun et tout ce qu'il a fait pour améliorer et pour développer alors les sciences historiques et les sciences humaines et sociales en général. C'est une question que je vais vous poser à chaque philosophe ou à chaque scientifique musulman. À quel point son œuvre a influencé l'Occident? Ah, bien sûr, ça fait beaucoup d'influence. On dit que c'est où les Occidentaux, ceux qui apprécient et ceux qui sont convaincus que c'est lui le fondateur. Et c'est eux qui disent ça. C'est de le livre de l'histoire de la civilisation de Qissat al-Hadara, c'est un livre très très connu. Alors oui, donc il y a beaucoup de scientifiques et d'historiens, des critiques aussi occidentaux, alors qui disent que c'est Ibn Khaldoun, celui qui est le fondateur de cette science-là. On ne savait pas les principes ou les bases de la sociologie avant Ibn Khaldoun. C'est Ibn Khaldoun, c'est lui qui met alors les bases de cette science-là. Plus qu'un historien, un sociologue, avec les méthodes de sociologie qu'il définit dans son livre Al-Muqaddima ou l'introduction. Oui. Avicenne, Ibn Sina en prononciation arabe, oui. Si vous nous parlez de ce grand scientifique, ce grand philosophe. Ibn Sina, alors, c'est un des scientifiques, on ne peut pas dire que arabe parce qu'il est d'origine perse, mais c'est converti au musulman. Alors, il est né, alors c'est tout près de la Perse. Il est né pendant le 4e siècle. Ibn Sina, c'est un génie médecin arabe. C'est un homme, c'est lui qui a fait un livre qui était très efficace sur la vie humaine. Son livre qui s'appelle La Loi ou le canon de la médecine. Alors, il nous donne beaucoup de détails concernant les maladies, les opérations, la chirurgie. Et tout ça dans le précepte de l'islam, parce qu'il y en a qui disent, alors découper, ausculter un mort, toucher au cadavre, ça serait illicite. Et donc il fait ça avec les principes de l'islam, non? Oh, bien sûr, oui. Bien sûr. Ibn Sina alors était un grand philosophe parce qu'il n'était pas uniquement un médecin, il était un philosophe, il était aussi quelqu'un qui parle très bien aussi de ce qu'on dit la science de parole, ilm al-kalam. Alors, on dit, quelques-uns qui disent aussi qu'il était de Mu'tazila, il était du chiite, il était comme ça, mais il était un grand scientifique musulman, il était un grand médecin qui a posé alors beaucoup de principes, beaucoup de bases pour améliorer. Oui, il a traduit alors les grands volumes de grec et romain, comme Hippocrate, Aristote était philosophe et tout ça, mais Hippocrate, c'est lui qui est le père de la médecine grecque. Donc oui, Ibn Sina, il a dépendu sur beaucoup de principes qu'il a dit, mais en même temps, il a bien développé les sciences de la médecine et après, il nous a écrit une encyclopédie médicale, ce qui est la loi de Ibn Sina. Et ce n'est pas uniquement son travail ou son volume très connu, mais il a fait beaucoup